Bonjour, dans le cadre de notre campagne de sensibilisation à l'autisme, notre série de podcasts Nous sommes parmi vous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir le témoignage d'un chef d'entreprise totalement atypique qui va partager son expérience avec vous. Bonjour Bruno, merci d'avoir accepté cette invitation de Autisme en Action pour notre campagne de sensibilisation à l'autisme. Grand plaisir. Bruno, peux-tu nous dire un peu, nous décrire qui tu es, ton parcours et pourquoi tu participes à ce podcast aujourd'hui? Rapidement et de manière très sèche, moi j'ai 37 ans, je suis père de 2 enfants, marié et chef d'entreprise, comme tu le disais, d'une cinquantaine de personnes. Et j'ai tout au long de ma vie professionnelle été chef d'entreprise. Et peut-être qu'on peut commencer par là. Pourquoi est-ce que je participe à ce podcast? Parce que j'ai très récemment appris cet atypisme, il y a de ça une grosse année, on va dire, malgré que c'est quelque chose qui m'a poursuivi entre guillemets pendant toute ma vie, mais sans jamais mettre un mot et sans jamais mettre une raison derrière. Et en fait, sans mettre de raison et de mots, ce sont des choses qui peuvent facilement créer une souffrance, alors qu'en fait, derrière, c'est juste une spécificité. C'est comme si un grand ne savait pas qu'il était grand, et à chaque fois, il se prend une porte, à chaque fois qu'il passe la porte. C'est plus facile de savoir qu'on est grand et que du coup, quand il y a une porte, on se baisse. Oui, voilà. Et qu'on dépasse le cadre défini. Exactement. Ce podcast permet aussi d'exprimer quelque chose qui aurait sans doute été pas mal que j'entende il y a ça quelques années. Ça aurait peut-être raccourci le parcours de certaines choses, on va dire. Qu'est-ce que ça a fait le fait que tu aies découvert, que tu aies reçu ton diagnostic? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, à ta vie familiale? Tu viens de nous expliquer que tu es marié, père de famille, et aussi au niveau professionnel. C'est assez étrange parce qu'à la base, moi, je suis pas très dans tout ça, pour être franc, même mettre des mots sur les choses. Je veux dire, en fait, il faut... Ces fameuses étiquettes. Voilà, ces fameuses étiquettes, je suis pas du tout pour. Avec cette idée de pas d'étiquette, tout se perd, tout se noie, tout se ressemble et tout se mélange. Et moi, j'ai un ami qui m'avait dit un jour, ce qui s'énonce bien se comprend bien. Donc, savoir qui on est ou ce que l'on est ou toutes les différentes particularités, ça nous permet d'intégrer qui on est, de comprendre. Tout à fait. Et puis après, de s'en libérer. Tout à fait. Libre à nous de le dire ou de ne pas le dire, de le partager ou pas le partager. Mais au moins, on sait qu'un chat est un félin, mais un félin n'est pas forcément un chat. Tout à fait. Donc, d'où la précision. Exactement. Et au départ, de manière générale, j'étais pas vraiment pour. Et le fait d'avoir mis le doigt dessus a énormément changé les choses. Aussi bien au niveau professionnel que familial, qu'en amitié, que personnel. Parce que ça enlève un énorme poids et une énorme frustration d'être constamment... Je prenais l'exemple de la porte tout à l'heure. C'est de voir mal à la tête à chaque fois qu'on passe une porte sans savoir qu'on vient de se cogner. Et que soudainement, on arrête de se cogner la tête et on n'a plus mal à la tête. Et ne pas avoir mal à la tête, ça fait énormément de bien. Et du ça, coup, c'est personnel, ça c'est toi, tu t'es senti mieux. Mais est-ce que les autres en face de toi, ton épouse, tes amis, le fait que eux savent ça, est-ce que ça a changé dans leur interaction avec toi, dans la relation? Alors, une première chose, c'est que c'est quelque chose que j'ai pas du tout annoncé à mon entourage. Tout juste à mon épouse et presque à cette limite-là. Mais quelqu'un qui a mal à la tête constamment est extrêmement désagréable à vivre. Et avoir quelqu'un qui n'a plus la migraine, ça change complètement la vie des autres aussi. Et donc c'est ça aussi dans la vie professionnelle. Et en fait c'est arrivé par la vie professionnelle, parce que c'est une vie professionnelle qui a toujours été extrêmement compliquée avec les gens. J'ai toujours été entrepreneur, pas par envie mais par défaut. C'est-à-dire que dans une incapacité de pouvoir travailler quelqu'un d'autre. Physiquement, c'était impossible de rejoindre une entreprise, mais les gens qui rejoignaient la mienne, c'était presque physiquement impossible de travailler avec moi aussi. Je sais que par exemple, les personnes atypiques, nous n'avons pas forcément les mêmes horaires, ni la même vitesse, ni les mêmes fonctionnements. Là où les gens vont mettre 7-8 heures, nous, on ne lâche pas l'affaire tant qu'on n'a pas terminé jusqu'au bout. Est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples? Dans la vie professionnelle, déjà des réunions avec des gens, c'est quelque chose de très compliqué, quelque chose que je dois inviter, que du coup je dois me lever, du coup en fait je reste 5 minutes et puis je m'en vais, donc ça veut dire que les gens ont l'impression de ne pas être considérés, donc ça veut dire que les gens n'ont pas l'impression d'être écoutés, que quand ils parlent, on sait déjà plus ou moins ce qu'ils vont dire, et donc on n'a pas envie d'écouter jusqu'au bout. Et tu devances parfois, voilà. Ou tu coupes, ou tu vas plus loin. Tout à fait, donc tout ça c'est des choses qui sont compliquées à vivre pour l'entourage professionnel. Le tempérament est quelque chose de très compliqué à gérer. Tu en étais conscient, mais tu n'avais pas de maîtrise là-dessus. Du tout. Le verbatim que j'entends constamment, que j'ai toujours entendu, c'est
on n'arrête pas de s'adapter à toi, alors que moi je suis en adaptation constante et constamment à la limite de l'adaptation. Et donc, oui, mais ça voilà. paraît invisible aux autres. Voilà. Ça serait bien que tu précises, parce que quand les gens nous disent « nous on s'adapte », il faut dire que les personnes autistes, c'est celles qui ont le plus grand pouvoir d'adaptabilité, parce que quand on voit comment les personnes neurotypiques ont des difficultés à s'adapter à notre fonctionnement et qu'on nous reproche, nous, de ne pas être tout-terrain, je pense que parfois il faut savoir regarder les choses avec d'autres paires de lunettes, et je pense qu'on fait des énormes efforts qui paraissent invisibles, et que quand on craque ou que quand on déborde, c'est pour la xème fois qu'on s'est retenu, et à un moment donné, voilà, on est qui on est. Tout à fait. Il est important de pouvoir aussi vivre qui on est. Exactement. Et c'est de se rendre. Et à partir du moment où on met les mots sur les choses, soudainement on se rend compte qu'on accepte de ne pas être compris. En fait, c'est un peu comme si on lâche prise. On dit ok, c'est comme ça. Voilà, c'est comme entre deux logiciels où on est persuadé qu'en fait le logiciel il fonctionne bien, et puis soudain on se rend compte qu'en fait c'est deux logiciels différents. Ok, ben en fait on comprend que l'autre ne comprenne pas. Voilà. Et donc le fait de comprendre que l'autre ne comprenne pas permet de se défrustrer sur beaucoup d'aspects aussi. Et de calmer l'agressivité qu'on peut avoir, parce que parfois on pense que les autres le font exprès, tout à fait, de ne pas nous comprendre ou de ne pas exactement. pouvoir suivre. Tout à fait. Et c'est prendre de la distance par rapport à tout ça. Le job que je le fais très bien, visiblement parce que les choses vont très très bien et qu'il est reconnu, mais c'était très très compliqué pour mes associés. Ils m'ont dit voilà, il faut essayer de trouver un truc parce que comme ça on va pas y arriver, quoi. D'abord j'ai essayé de trouver un coach qui m'a peut-être dit bah tiens, il faudrait peut-être regarder s'il n'y a pas des atypismes spécifiques. Et puis très rapidement, je suis arrivé à autisme en action. Et après, tu as fait le parcours de diagnostic. On a pu t'accompagner dans ces démarches. Exactement. Et est-ce que ça t'a étonné ou pas? Est-ce que tu te doutais que l'autisme faisait partie de ta vie? Tu savais que tu étais atypique, tu l'avais compris depuis longtemps. Oui, alors il y a une espèce de truc, c'est un peu une espèce de déni, mais en même temps quand ça tombe, ça fait du bien, quoi. Quand on me l'a dit, j'étais là, oui, en fait, je le savais, mais je ne l'avais pas conscientisé. Voilà. Donc ça a vraiment bouleversé beaucoup de choses, même par rapport à mon épouse aussi. La vie de couple, les excès de tempérament, etc. ont toujours été extrêmement présent, et depuis qu'il y a eu le diagnostic, c'était divisé par 10. Par rapport aux enfants, dis-moi, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça a amené un questionnement? Dans la vie privée, il y a beaucoup de choses où je me forçais aussi d'essayer de faire comme les autres, parce que je voyais que vivre une relation humaine avait une certaine guideline qu'il fallait suivre pour vivre une relation humaine. Il fallait rentrer dans les cases, faire ci, faire ça. Et donc on fait sans la vivre en fait, parce que du coup, vu qu'on la ressent pas du tout comme ça, et donc même en amitié, etc. Et que soudainement, on peut, une fois qu'on met les mots, on se dit ok, je vais vivre les relations humaines comme moi je l'entends, quoi. Ouais, et ça veut dire aussi voir moins de gens. Je me disais, il faut que je sociabilise, que je construis tout un tissu. Voilà, il faut que je continue à garder une vie sociale, mais en fait qui m'embêtait, qui même parfois me blessait énormément, parce que c'était même au-delà de l'ennui, c'était d'être confronté à des différences et d'être et de ne pas être à sa place. Parfois ça devient très lourd. Voilà. Et ça devient à un moment donné un fardeau qu'on n'arrive plus à le porter, voilà. En fait. Et donc le fait de se décharger de ça, la relation de l'amitié, la relation avec les enfants a drastiquement changé aussi. D'après tes associés, est-ce que le fait que tu sois autiste est un plus ou un moins? Pour les gens qui travaillent avec moi sur un certain laps de temps, ils voient l'énorme plus, parce que c'est une perspective qui est complètement différente. Il y a une rapidité de traitement qui fait que les choses apportent vraiment de l'impact. Moi j'ai une boîte de conseils, donc conseils en stratégie, donc ça amène vraiment des perspectives différentes. Donc la vision que toi tu as par rapport à tes camarades, qui ne sont pas forcément autistes, peut parfois être totalement différente. Et du coup ça vient vraiment apporter quelque chose, et sur plein d'aspects, sur la construction d'une entreprise, sur la construction d'une marque, sur toute la manière de faire les choses. Quand on crée une entreprise, un des principes c'est d'être en mesure de se différencier, et quand on doit se différencier alors qu'on est les mêmes, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, quand on doit se différencier alors qu'on est différent, il y a beaucoup moins d'efforts à être différent. On est différent à la base. Cette notion de différence est un vrai plus dans la construction de l'entreprise. Et ce qui est très compliqué dans la relation humaine, c'est l'échange. Dans les faux clichés, c'est qu'on parle de l'autisme comme étant des gens sans empathie. Moi, je me rends compte à quel point c'est une empathie qui est certes différente, mais qui est beaucoup plus profonde que beaucoup de monde. C'est-à-dire que la capacité de pouvoir comprendre mon interlocuteur au plus profond de lui-même, sans même que lui ne le sache,
c'est des choses que j'expérimente tous les jours. Parler d'avoir un manque d'empathie, la notion de l'empathie, c'est d'être en mesure de comprendre son interlocuteur et d'être vraiment en interaction presque émotionnelle avec lui. Et au contraire, il y a cette capacité-là, elle est énormément là, sauf qu'elle s'exprime différemment. Et donc, elle peut être vue comme un manque d'empathie. À partir du moment où on arrive à changer cette manière-là, les choses sont beaucoup plus faciles. Et donc, ça, c'est ce que j'arrive à pratiquer dans mon métier. C'est-à-dire beaucoup plus de one-to-one, par exemple. Ouais. La relation humaine avec des groupes, c'est très compliqué. Beaucoup en présentiel ou en distanciel? Moi, je préfère le présentiel. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Quand on parlait d'empathie, je travaille énormément avec le body language. Comprendre le corps physique qui est en train de s'exprimer en face de moi. Et parce qu'en plus, il y a une notion dans l'autisme où c'est qu'on comprend les gens d'une manière différente. C'est-à-dire que du coup, on a besoin d'avoir des signaux que les autres d'habitude n'utilisent pas pour être en mesure de comprendre les personnes. Et la personne va dire « je n'aime pas », nous on va pas l'entendre. Par contre, on est en mesure de voir que le corps n'aime pas, mais le mot on va pas l'entendre. Oui, tout à fait. Et vice-versa. Et vice-versa, tout à fait. Il faut vraiment ce qu'on appelle une juxtaposition et du verbal et du physique et du positionnement et tout ce qui n'est pas toujours simple pour nous, donc il est très important de tenir compte de ça. Tout à fait. Toi qui es père de famille, le fait que tu sois autisme, est-ce que c'est quelque chose qui... pour le futur, si tu as déjà des enfants ou vous souhaitez peut-être d'autres enfants, est-ce que c'est quelque chose qui, entre ton épouse et toi, est un questionnement Alors, comment vous vivez la chose? On peut être parent et autiste, mais... Alors, la question, c'est pas posée pour avoir d'autres enfants par rapport à ça, parce que pour moi, c'est aussi... simple que de se dire j'ai un mari qui est gros ou un mari qui est grand, est-ce que je vais avoir d'autres enfants? Tout à fait. Ça ne se pose pas la question. C'est une évidence. Si on est ensemble, c'est juste construire ensemble. C'est une spécificité, quoi. Enfin, c'est une spécificité comme être grand, gros, petit. Voilà. Donc il n'y a pas de... à ce niveau-là, ça change absolument rien. Okay. Par contre, on a une petite fille qui elle... et pour moi, autiste, et ça par contre, c'est beaucoup plus compliqué en tant que parent de voir à quel point c'est quelque chose qui n'est absolument pas connu et même appréhendé, quoi, malgré tous les services qu'il peut y avoir autour, etc. Le corps médical est encore extrêmement... dépourvu de toute... Il y a encore des grandes lacunes à combler, de l'efficacité, de la rapidité, de l'accompagnement adapté. C'est ça que je veux dire. On a abordé beaucoup ce sujet avec d'autres personnes dans les podcasts. Alors, moi, pour l'avoir rencontrée, je la trouve brillante, elle a un sourire ravageur, elle a plein de compétences. Donc, moi, vraiment, en tant que personne qui rencontre énormément de personnes autistes, de familles, d'enfants, je tiens à dire que, voilà, les parents ont beaucoup à faire. C'est terrible. Normalement, ça devrait être une charge partagée par la société, mais ce n'est pas encore le cas, malheureusement. Tout à fait. Donc, les parents doivent devenir des experts de leurs enfants. Voilà. Et moi, je me rends compte de la chance que j'ai parce qu'on a une certaine facilité financière. Je suis moi-même du spectre et donc il y a beaucoup de choses que je comprends et que j'arrive à analyser, détecter. Donc la relation avec ma fille est extrêmement facile parce qu'il y a vraiment des choses, le même logiciel sur beaucoup d'aspects. Mais de se rendre compte qu'il y a des parents qui ne le sont pas, avec des facilités financières qui sont très différentes, etc. et qui sont complètement perdus, ça fait des enfants qui sont voués à être voués presque à l'échec alors qu'il y a tout le potentiel qui est là, c'est juste qu'il faut donner les bonnes clés. Voilà. Alors, cher Bruno, avec X années d'expérience à Autisme en Action, on me pose souvent la question, est-ce qu'on peut être une personne autiste et heureuse? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas être heureux H24, ça c'est clair, comme toute personne. Mais néanmoins, et l'une des clés de ces personnes autistes que je connais qui sont très heureuses, ce sont des personnes qui se connaissent, qui s'écoutent, qui se respectent et qui ont adapté leur environnement, leur monde à leur fonctionnement. Alors ça, c'est un conseil que je donnerais à tous les parents qui nous écoutent et à toute personne autiste.
il est tout à fait possible d'une personne épanouie, heureuse et même rayonnante, je dirais même rayonnante, Tout à fait. au-delà de la norme, parce qu'on se respecte et parce qu'on s'écoute. Et là, je pense que toi, en tant que personne autiste, ben, tu l'as prouvé par ton travail et par ta fulgurante façon de fonctionner, et tu as trouvé ta place et ton rythme. Maintenant, avec ton expérience, je sais que tu voyages beaucoup. Est-ce que tu as l'impression que dans d'autres pays, la différence, la neurodiversité, l'autisme est mieux appréhendée qu'ici en Belgique? Alors, je ne sais pas si elle est mieux appréhendée. Je crois qu'en fait, la différence de manière générale, c'est un atout. De manière très caricaturale, les gens disent que c'est une complication. En vérité, quel que soit le domaine dans lequel on regarde, la différence est un atout. C'est à ce moment-là que vous soyez en train de jouer aux cartes. Si vous avez exactement les mêmes cartes que la personne en face de vous, vous n'avez pas de chance. Si vous avez des cartes différentes, il y a moins de gagner. Ouais, et c'est la même chose dans la vie sociale, c'est la même chose dans la vie d'entreprise, c'est la même chose dans tous les aspects. Donc la notion de différence est un véritable atout dans la vie, quelle que soit la manière dont on la regarde. La chose est que cette différence, il faut savoir non seulement la percevoir, c'est-à-dire se rendre compte qu'on est différent, donc se rendre compte de la différence qu'on a et de pouvoir la jouer au bon moment et au bon endroit. Et c'est là où, quand on regarde par exemple, on prend un étranger quelqu'un qui va à l'étranger et qui veut faire du business, il va jouer sa différence, il va jouer le fait que il vient d'un autre pays avec d'autres trucs. La French touch, par exemple. La French touch à New York, il va venir jouer avec son accent, il va jouer sa différence. Ça va être un atout. Ça va être un atout. C'est exactement la même chose dans ce contexte-ci. C'est de pouvoir jouer cette différence. Comme un atout. Exactement. Et donc, voilà, il faut pouvoir la jouer au bon endroit. Et c'est là où les diagnostics viennent aider, parce que du coup, ils viennent se rendre compte ils viennent vous aider à montrer que vous avez des cartes différentes dans votre jeu. Ok. Alors, tout doucement, on arrive à la fin de ce podcast. Pour finaliser, j'aimerais, en tant que chef d'entreprise, pour les personnes autistes qui nous écoutent, ou pour les parents qui nous écoutent, quelles sont d'après toi les qualités qu'il faut avoir ou tenir compte pour devenir chef d'entreprise? Et surtout, on peut avoir des forces, mais on a aussi des lacunes. Comment tu y fais pour y pallier? Est-ce que tu trouves des personnes qui peuvent... Par exemple, moi je suis nulle en administration. Ouais. Je rêverais d'avoir la MacGyver de l'administration. Mais je crois qu'à ce niveau-là, en fait, on fonctionne un peu comme d'autres personnes. Par contre, ce qu'il y a, c'est que c'est comme... de manière générale, les gens ont une raquette de tennis assez égalisée. L'autisme, c'est des fils très très bien tendus et certains gros trous dans la raquette. Oui. Et donc, pour être compétent, il faut savoir où se trouvent les trous dans la raquette et savoir très rapidement les compléter. C'est-à-dire que moi, quand je lance une nouvelle entreprise, aujourd'hui, plus jamais je lance une entreprise sans avoir une assistante. Même si, au tout début, quitte à perdre de l'argent pendant les 6 premiers mois et avoir une assistante qui ne fait pas grand-chose, mais sans assistance, je sais que je n'arriverai pas à lancer quelque chose. C'est le fameux filet de sécurité qui permet que tu sois le bon funambule que tu es en sachant que voilà. Exactement. Et mon assistante, dans les premiers mois, elle aura juste 2 rendez-vous à placer sur le mois, mais en même temps, si les rendez-vous ne sont pas placés et que je ne suis pas à leur rendez-vous, j'en ai que 2 à faire, mais si je ne les fais pas, j'arriverai pas à faire mon business. Et donc, au début, elle sera très peu utile, pas au regard extérieur. Oui. Mais pour moi, elle est essentielle. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, elle va commencer à se justifier dans le monde extérieur en disant oui, maintenant il y a une boîte de 50 personnes, il y a beaucoup de rendez-vous, donc c'est normal d'avoir une assistance. Oui. L'assistante, elle est indispensable du day one jusqu'au bout. Donc voilà. C'est un très bon conseil. Ne pas hésiter
à trouver des personnes pour nous assister. Tout à fait. Et arriver peut-être aussi à un autre point auquel faire attention, c'est la notion de la relation sociale où on sait qu'elle peut être très compliquée et assumer complètement, typiquement dans mon entreprise, j'ai dit dès le départ, je ne m'occuperai pas des équipes. Et donc, j'ai un numéro 2 qui s'occupe des équipes constamment. Les choses sont très claires. Les gens, quand ils travaillent avec moi, je les crame. Il y a que mon assistante que j'ai prévenue, elle, c'est une des seules personnes que j'ai prévenues de mon autisme. Le numéro 2, il y a 2-3 personnes qui ont la capacité de pouvoir travailler avec moi. Les autres, je les crame. Et donc, je mets la distance qu'il faut pour respecter les autres aussi. Alors, écoute Bruno, c'est très intéressant ce témoignage et ça apporte beaucoup de choses. Donc, je pense que tu n'es pas le premier chef d'entreprise, tu n'es pas le dernier. C'est quelque chose qu'on entend rarement, en tout cas ici en Belgique. C'est très courant aux États-Unis, c'est quelque chose qui se voit très régulièrement à l'étranger. Par contre, en Belgique, c'est vraiment important. Merci pour ce témoignage, merci pour ce que tu apportes. Je voulais quand même signaler qu'il y a une création qui se met en route qui s'appelle Atypical Intelligency, qui dans les mois à venir va vraiment... et l'idée c'est de réunir des personnes qui ont des projets ou des expertises atypiques et de mettre en contact avec un public qui aurait besoin de ces personnes, de cette expertise différente. Donc dans ce cadre-là, je pense que tu pourrais nous rejoindre. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ok. Alors, à très bientôt. À très bientôt. Et merci pour ton témoignage. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager ce podcast. Votre avis nous intéresse. Merci, au revoir et à bientôt. Je vous attends pour les vidéos suivantes qui viendront chaque semaine égrener tout le mois d'avril. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à Autisme en Action, notre chaîne YouTube. Et vous pouvez mettre des commentaires ou nous contacter à notre adresse mail qui est inscrite ici en dessous. À très bientôt, au revoir.